Bon, à force, on commence à bien les connaître, ces milliardaires qui possèdent des médias en France. Bernard Arnault, Xavier Niel, Vincent Bolloré, mais est-ce que vous connaissez le petit nouveau qui est en train de construire une influence de plus en plus importante pour la présidentielle 2027? Vous ne connaissez pas son nom, mais vous lui avez déjà peut-être donné votre argent. De façon très intéressée, je me dis qu'en étant bon sur Terre, ça me permettrait d'aller vivre au paradis. Fortune estimée 1,4 milliard d'euros, exilé fiscal en Belgique depuis 2012, catholique tradit et donc candidat au paradis. Bon, son nom vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, ce milliardaire très discret commence de plus en plus à faire parler de lui. Pierre-Édouard Stérin. Pierre-Édouard Stérin. Monsieur Stérin. Pierre-Édouard Stérin. En coulisses, l'homme consacre la majorité de sa fortune à la construction d'une France telle qu'il la rêve, catholique, libertarienne et hyper conservatrice. Alors, qui est ce mystérieux milliardaire? D'où vient la fortune de ce monsieur Stérin? Comment compte-t-il faire gagner la droite en 2027? Et finalement, cette ingérence d'un milliardaire dans la vie politique française, à droite comme à gauche, est-ce que c'est si nouveau que ça? On est en 1999 et un jeune homme fraîchement diplômé de l'EM Lyon, une école de commerce, rêve de lancer son entreprise. Cet homme, c'est lui, Pierre-Édouard Stérin. Le jeune diplômé a grandi en Normandie dans une famille catholique de droite. Son père est expert comptable, sa mère travaille dans une banque et tous les deux sont encartés au RPR, le parti de droite traditionnel en France à l'époque, l'ancêtre du parti Les Républicains. Le jeune Pierre-Édouard baigne donc dans ses valeurs conservatrices et néolibérales dès l'enfance. Et pendant ses études, il milite à l'Union nationale interuniversitaire, l'UNI, un syndicat étudiant de droite. Et ce passage à l'UNI, c'est un peu la première pierre de son édifice idéologique qui va s'affirmer et se radicaliser au fil des années. Après avoir travaillé quelques mois pour la Société Générale, il fonde avec deux amis un distributeur de logiciels et de jeux vidéo en France, Black Orange. Mais 2 ans plus tard, en 2001, la bulle Internet éclate et les 3 copains sont obligés de revendre l'entreprise. Ça ne décourage pas pour autant Pierre-Édouard Stérin, qui veut se relancer dans d'autres aventures entrepreneuriales, sauf que c'est plus compliqué que prévu. Pendant 2 ans, il traverse une série d'échecs et tente de lancer une vingtaine d'entreprises. Jeux vidéo, recyclage de polystyrène, cahiers à spirale, mais sans succès. Résultat, il a plus d'argent et doit même retourner vivre chez ses parents pour un temps. Mais le 30 avril 2003, il investit 5 000 € que ses parents lui ont donné pour développer en France une franchise de la société belge Weekend Desk. Weekend Desk, c'est ces coffrets cadeaux que vous pouvez offrir à une personne pour qu'elle choisisse ensuite une activité à faire. Genre ça va du saut à l'élastique, au spa dans la forêt, en passant par un week-end au ski. Pierre-Édouard Stérin ne le sait pas encore, mais ce choix va être l'un des plus importants de sa vie. Et ça fonctionne tellement bien qu'en 2007, il rachète l'entreprise belge Weekend Desk pour tout regrouper sous un nouveau nom, Smart & Co, et il renomme les coffrets Smartbox. Smartbox se développe à toute vitesse. D'ailleurs, la boîte existe toujours et vend aujourd'hui plus de 3,5 millions de coffrets par an en France et en Europe. La principale raison, c'est que ça répond à un vrai problème qu'ont tous les Français, qui est qu'est-ce que je pourrais offrir pour Noël, pour l'anniversaire, pour la naissance. Et Smartbox, c'est la bonne idée, c'est la solution à tous nos problèmes pour faire des cadeaux et c'est tout simplement pour ça que ça marche. Force est de constater qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans une grande surface en France sans tomber sur ces coffrets Smartbox. En 2008, avec le succès de Smartbox, il investit dans The Fork, un service de réservation de restaurant que vous devez sûrement connaître. À l'époque, l'entreprise est en difficulté, mais elle est accompagnée par les équipes de ce terrain pour redresser la barre. Et ça marche. The Fork explose avant d'être carrément racheté par TripAdvisor en 2014. De cette vente, Pierre-Édouard Stérin empoche 58 millions d'euros. Et cette expérience bien heureuse avec The Fork va lui donner le goût d'accompagner d'autres entreprises. En fait, dès 2009, il lance son propre fonds d'investissement, Otium Capital. Ce fonds, c'est un peu la pièce maîtresse de la galaxie Stérin. Elle est au centre de tous ses business, avec aujourd'hui plus d'une centaine d'entreprises. Enfin, qui dit entreprise dit souvent profit. Et qui dit profit dit aussi impôt. Et oui, ça fait partie du jeu. Et ça plaît beaucoup moins à Pierre-Édouard Stérin. On est toujours en 2009 et il décide de délocaliser Smartbox en Irlande, là où s'installent au passage tous les géants du numérique pour payer le moins d'impôts possible. Parce que bon, il a beau être très patriote, Pierre-Édouard Stérin n'est pas fan de la manière qu'a l'État d'utiliser son argent. En fait, il trouve qu'il l'utilise pas bien. Je suis très critique vis-à-vis de l'État et de toutes les restrictions libertés qu'on peut avoir, diverses et variées, vis-à-vis des taxes qu'on nous impose de façon très importante et qui sont ensuite extrêmement mal réemployées pour une bonne partie d'entre elles, me semble-t-il. Pierre-Édouard Stérin trouve par exemple qu'en France, on a beaucoup trop de dépenses sociales. Entre les APL, les aides personnalisées au logement, les congés maternité, le RSA, qui est le revenu de solidarité active. Pour Stérin, c'est simple, on donne
beaucoup trop aux gens. C'est pour ça qu'en 2012, il part lui-même, en perso cette fois-ci, et donc pas seulement via sa boîte, en exil fiscal et s'installe en Belgique pour échapper aux pressions administratives et aux impôts sur sa fortune. Faut dire que là-bas, à l'époque, les plus-values sur les actions, donc le gain qu'on fait en revendant une action, c'est taxé à 0%. Vous l'aurez compris, tous ces business, ça permet à Pierre-Édouard Stérin d'engranger de l'argent, beaucoup d'argent, jusqu'à rentrer en 2022 dans le club très sélect des milliardaires français. Mais Stérin, c'est pas un milliardaire comme les autres. Il a pas de jet privé, pas de grands objets de luxe. Et quelque chose qui m'a surpris par rapport au portrait du mec, qui est décrit comme quelqu'un de très tradi quand même, il veut pas non plus donner d'héritage à ses enfants. Il a donc déshérité ses enfants, il assume clairement son choix. Mes enfants sont très jeunes, puisque j'en ai 4 qui ont de 4 à 12 ans. Mais j'aurais déjà expliqué que le confort de vie qu'ils ont aujourd'hui, ils l'ont parce que leurs parents ont travaillé pour l'avoir et ont travaillé dur, et que s'ils voulaient demain avoir un confort de vie X ou Y, ce serait leur travail, leur réussite, leur bénéfice. Et donc ils démarreront avec rien. Bon, si je résume, payer le moins d'impôts possible, ne pas acheter de gros objets de luxe et ne rien donner en héritage à ses enfants. Dit comme ça, si on réfléchit pas trop, on peut se dire que soit Pierre-Édouard Stérin est un homme averti sur les dangers de la surconsommation, de la pollution des yachts et des jets privés, de l'inégalité économique que crée l'héritage dans la société française, ou soit qu'il est un peu pince quoi, un peu radin, qu'il a des oursins dans les poches. Mais en fait, c'est bien plus subtil que ça. En 2021, il décide qu'en tant que bon chrétien, il doit utiliser son argent pour améliorer le monde qui l'entoure. Il crée alors un fonds de dotation, une forme de structure philanthropique, le fonds du bien commun. Et il décide de reverser chaque année 80 millions d'euros des bénéfices d'Otium dans ce fonds caritatif. En fait, il utilise cet argent pour défendre sa vision de la France, et cette vision, elle a l'image de ses valeurs. Ultralibérale, conservatrice et catholique. Stérin développe une vision du monde qui met en valeur l'ordre, la tradition et la méfiance envers l'État-providence, autrement dit l'État qui redistribue les richesses pour assurer la protection sociale de sa population. C'est un catholique très croyant, au point qu'un jour, il aimerait carrément devenir saint. Si je suis très très bon sur Terre, très vertueux, ça me permettrait d'optimiser mes chances de devenir saint. Et tu vois, j'avais tapé sur Google comment devenir saint, j'ai essayé de lire des bouquins et tout, j'ai rien trouvé d'hyper concret. Ce côté milliardaire, très conservateur, très critique de l'intervention de l'État, ça va peut-être vous rappeler ma vidéo sur Elon Musk qui s'engage en politique, dont Pierre-Édouard Stérin se dit au passage assez fan. Comme lui, Pierre-Édouard Stérin est radicalement opposé à l'immigration et à ce qu'il appelle le wokisme. Stérin est partisan d'un plan de remigration, donc renvoyer les immigrés dans leur pays d'origine, et il considère l'avortement comme un infanticide. Ce que je veux dire par là, et ça me semble important, au-delà d'un quelconque jugement, c'est que Pierre-Édouard Stérin, c'est pas simplement des prises de position conservatrices modérées, c'est des retours en arrière majeurs de certains droits acquis par les femmes depuis plus de 50 ans. Et donc, le lendemain de l'inscription de la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution française, Pierre-Édouard Stérin écrit sur LinkedIn avec cette image: le jour d'après, tableau du massacre des saints innocents. Honte à nos dirigeants de ne pas chercher à promouvoir des alternatives. Mais si Pierre-Édouard Stérin rêve d'une France libérale, catholique et très conservatrice, et qu'il est proche des valeurs de l'ultra-droite et de l'extrême-droite française, ça ne veut pas dire pour autant qu'il soutient un seul parti politique bec et ongle, comme le Rassemblement National ou Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Parce qu'en fait, disons-le, Pierre-Édouard Stérin est assez critique de nos responsables politiques de manière générale. Les sujets politiques, je pense qu'il y a une opportunité de marché très intéressante compte tenu de la qualité plutôt médiocre, voire extrêmement médiocre des profils qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'échiquier politique. Donc je pense qu'il y a une opportunité de marché extrêmement intéressante. Et l'extrême droite française ne fait pas exception. Marine Le Pen, par exemple, il lui donne que 7 sur 10. Ah oui, parce qu'il faut que j'explique ce truc-là. Pierre-Édouard Stérin a un truc bien à lui, c'est qu'il note les gens. Ouais, comme un instituteur. En fait, il donne une note sur 10 à toutes les personnes qu'il rencontre, y compris sa femme, et toutes ces notes sont rangées dans un tableur Excel. Lui, il s'auto-attribue la note de 8 et il recrute que des personnes qu'il note à 9 ou 10 sur 10, principalement des gens qui sortent d'HEC ou de Polytechnique. Alors ça peut surprendre, mais ce comportement, il l'assume complètement. Bref, même s'il trouve que Marine Le Pen ou Jordan Bardella ne sont pas vraiment au niveau, il sait qu'ils sont des figures incontournables de la politique en France. Et Pierre-Édouard Stérin ne veut pas être lui-même responsable politique, donc il a besoin d'autres personnes pour l'aider à façonner sa France idéale. Pour ça, il rencontre un maximum de figures de la droite française, histoire de se faire une place dans leur cercle. Il crée même un tableau où il identifie les personnalités clés, l'importance de la relation qu'il a avec elles, et celle à cibler en priorité pour renforcer son influence. Et à travers ces rencontres, il a surtout un gros enjeu en tête, la prochaine présidentielle. Son rêve qu'un président de droite ou d'extrême droite débarque à l'Élysée en 2027. Et accessoirement,
être dans le cercle proche de ce président ou cette présidente à ce moment-là. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est très fan de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français et le nouveau chef du Parti Les Républicains, connu pour ses positions identitaires et anti-immigration. Et pour le moment, c'est son poulain. C'est lui que Pierre-Édouard Stérin aimerait bien voir à l'Élysée, au point qu'il lui a proposé de l'aider en s'appuyant sur toutes ses ressources médiatiques. Enfin, il est aussi conscient du succès électoral du Rassemblement national de Marine Le Pen. Alors, il s'ancre aussi dans ce parti. Depuis 2021, l'un de ses proches, François Durvy, est devenu officieusement conseiller économique de Marine Le Pen et essaye d'influencer le programme économique du parti pour qu'il soit plus favorable aux entreprises. Car d'après Pierre-Édouard Stérin, actuellement, les politiques économiques et sociales du RN sont de gauche. En vrai, je pense que c'est le bon moment pour vous rappeler que le but de cette vidéo, c'est de présenter des faits. Seulement des faits, mon opinion à moi, on s'en cogne. Et pour garantir ce travail de fait, l'entièreté de mes sources sont, comme d'habitude, dans un document en description où vous retrouverez chacun des faits et citations énoncées, thèmes codés et sourcés. En tout cas, pour faire gagner la droite radicale, libérale et identitaire, Pierre-Édouard Stérin a surtout besoin d'influencer les citoyens, ceux qui ont le pouvoir d'élire le futur président de la République. Et pour ça, il a un plan très précis. On est le 17 juillet 2024 et la France est dans un climat politique inédit. L'Assemblée nationale vient d'être dissoute par Emmanuel Macron. De nouvelles élections sont organisées et c'est le nouveau Front populaire, l'Alliance des gauches, qui est arrivé en tête des législatives. Pierre-Édouard Stérin annonce alors le lancement d'un nouveau projet. Les délires racialistes, antisémites, wokistes ou intersectionnels importés des universités américaines sont autant d'objectifs de l'agenda de la gauche française. Je ne peux me résoudre à voir cette gauche mélanchonisée mener cette bataille culturelle sans rencontrer une résistance des forces de droite qui, depuis plus de 50 ans, courbe les chines sous les injonctions culturelles des déconstructeurs. J'ai décidé d'agir en organisant le projet Périclès. Ce projet, Périclès, dont le nom fait référence à un stratège de la Grèce antique, il le prépare depuis quelques temps. Et dans cette tribune, il le présente comme une sorte de fonds d'investissement dans des think tanks et des campagnes de communication politique. Mais dès le lendemain de cette annonce, le journal L'Humanité révèle avoir eu accès à un document confidentiel qui présente ce fameux projet Périclès à travers un acronyme: patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens et souverainistes. Le projet est piloté par 3 personnes. Pierre-Édouard Stérin en personne, bien sûr, mais aussi François Durvy, qui dirige Otium Capital, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Alban Durostu, son ancien bras droit. En gros, ce document publié par l'Humanité, c'est un peu la feuille de route du milliardaire pour installer une droite libérale et identitaire au pouvoir en France. Et pour ça, il n'hésite pas à se donner les moyens de ses ambitions. Au total, il prévoit d'y investir 150 millions d'euros dans les 10 prochaines années. Et ce que montrent les extraits du document, c'est que tout est minutieusement noté, daté et chiffré avec des objectifs très précis. Tous ces projets, ils ont pour but d'influer sur l'opinion publique française en popularisant les idées de droite et en s'attaquant aux idées de gauche. Bon, mais même si ce plan est concrétisé noir sur blanc ici, il fait déjà tout ça depuis des années. Et quand on regarde de plus près, Périclès, c'est presque un tuto pour apprendre à influencer l'opinion. Alors déjà, premier point du tuto, comme tout bon milliardaire, Stérin veut posséder des médias. Et idéalement, un média dont la ligne éditoriale correspond à peu près à ses idées. C'est comme ça qu'il essaye de racheter Marianne, un journal souverainiste, mais à la ligne très laïque, donc loin, très loin des questions religieuses. La rédaction se mobilise en juin 2024 pour s'opposer à ce rachat, et la vente capote. Stérin s'intéresse aussi un moment au journal d'extrême droite Valeurs Actuelles, dont la ligne éditoriale historique colle déjà un peu plus à ses idées, mais il renonce finalement à faire une proposition de rachat. En tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Quelques mois plus tard, c'est un de ses proches amis, dont je vous parlais tout à l'heure, Alban Durostu, qui s'apprête à être nommé directeur de la stratégie du groupe Bayard. Bayard, vous connaissez sûrement, c'est un groupe d'édition spécialisé dans la presse écrite, dans lequel on retrouve notamment le journal chrétien La Croix, mais aussi dans lequel on retrouve de nombreux titres jeunesse, comme J'aime lire, Astrapi ou Okapi. Mais là encore, les salariés font grève et Alban Durostu ne sera finalement pas nommé à ce poste. Ouais, pas facile pour Pierre-Édouard Stérin de s'insérer dans le monde médiatique, qui a l'air de pas vraiment vouloir de lui et ses idées, d'autant que, il faut bien le dire, les journalistes des rédactions françaises sont majoritairement de gauche, donc pas très aligné avec les idées de Monsieur Stérin. Mais il abandonne pas son projet d'investir dans des médias. En fait, il va plutôt se concentrer sur des investissements dans des plus petits médias. En 2023, il finance le média d'extrême droite Factuel à hauteur de 1,5 million d'euros. Pas assez cependant, puisque bon, le média finit par déposer le bilan en 2024. Il fait un généreux don de 18 000 euros au magazine d'extrême droite L'Incorrect. Et toujours en 2023, il entre au capital du média vidéo Néo, un média spécialisé dans le patrimoine et les territoires. Avec Néo, on vous emmène faire un tour de France des micronations. C'est des petits territoires qui ont proclamé leur indépendance mais qui n'ont pas de reconnaissance officielle. Avant d'investir 200 000 euros dans le média en ligne de débat Le Crayon auprès d'autres investisseurs. C'est pas à la population française de faire des efforts. La population française d'origine, en fait, elle est chez elle. Et si jamais des personnes, elles viennent, c'est à elles de faire un pas vers nous, en fait. La France est un pays qui est corrompu. Vrai. La gauche est en danger. Elle est déjà morte.
Alors, avoir des médias, c'est cool, mais bon, on peut pas tous les racheter. Donc on arrive au deuxième point du tuto, orienter le débat public vers les sujets qui nous intéressent. Et pour ça, Pierre-Édouard Stérin s'appuie sur deux piliers, les instituts de sondage et les think tanks, des sortes d'instituts de réflexion plus ou moins spécialisés sur certains sujets. Ces instituts, ils produisent souvent des rapports qui sont ensuite repris dans plusieurs médias. C'est une manière de pousser certains sujets au centre de l'attention médiatique sans même avoir besoin de posséder les médias en question. Pierre-Édouard Stérin envisage aujourd'hui de racheter deux observatoires, l'Institut Thomas More et la Fondation du Pont-Neuf, et il en finance déjà un, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, l'OID. Alors ce nom, probablement comme moi, il vous disait peut-être rien, mais vous avez peut-être récemment entendu cette info. Oui, note de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, selon laquelle 580 millions de personnes dans le monde seraient éligibles au droit d'asile en France. Ce chiffre de 580 millions de personnes dans le monde qui pourraient demander l'asile en France, il est présenté comme scientifique, presque indiscutable, alors qu'en fait, il est assez contesté, comme l'explique Patrick Veil, directeur de la recherche au CNRS, spécialiste de l'immigration. Une étude délirante. Le droit d'asile de Genève ne se demande qu'une fois présent sur le territoire. Calculé ainsi, c'est une totale manipulation, une falsification. Pierre-Édouard Stérin l'a compris, la politique, c'est comme le business, on fait dire un peu ce qu'on veut aux chiffres. Le directeur de cet observatoire que finance Stérin, Nicolas Pouvreau-Monti, est très régulièrement sur les plateaux de télévision, et en particulier celui de CNews, pour livrer ses analyses. Et on arrive déjà au troisième point du tuto, former des journalistes qui partagent nos idées. Pour que la droite ait plus de portée médiatique, il faut plus de journalistes de droite. Et c'est pour ça que Pierre-Édouard Stérin a décidé de financer une école de journalisme un peu particulière, l'ILDJ, pour Institut Libre de Journalisme. Et bon, si je vous dis qu'elle est un peu particulière, c'est parce que le directeur de cette école met en avant clairement certaines idées plutôt que d'autres. Certes, depuis quelques années, il y a eu un grand combat qui a été gagné, c'est qu'il y a de plus en plus de chroniqueurs, on va dire de droite, sur les chaînes d'infos. On s'en réjouit. Mais le combat sera gagné le jour où le journaliste qui posera les questions à ce chroniqueur, le jour où le présentateur du JT aura ces idées-là. Le journal Le Monde a enquêté sur cette école et a décompté que plus de 80% des intervenants dans l'école assumaient avoir des idées de droite ou d'extrême droite. D'ailleurs, ces étudiants en journalisme, eux aussi, sont en fait souvent militants. Au moins 30% d'entre eux sont engagés dans des partis politiques ou des organisations affiliées à la droite ou à l'extrême droite du spectre politique. Alors attention, ça veut pas dire qu'en face, les autres écoles sont neutres. Beaucoup sont accusés d'être trop à gauche. Mais ainsi, pour Pierre-Édouard Stérin, l'ILDJ, c'est un peu une alternative de droite aux écoles classiques de journalisme. Quatrième point du tuto de Pierre-Édouard Stérin pour façonner l'opinion, ne pas négliger les jeunes qui sont l'électorat d'avenir du pays. D'ailleurs, certains médias en ligne qu'il finance déjà, comme Le Crayon ou Néo, sont principalement à destination de cette cible. Mais pour convaincre cette jeunesse de voter pour ses idées, le mieux est encore de passer par ceux qu'ils suivent quotidiennement et en qui ils ont confiance, des créateurs de contenu ou des influenceurs. Pierre-Édouard Stérin finance donc en partie le réseau d'influenceurs Acutis, qui compte une 60aine de créateurs chrétiens sur les réseaux sociaux. Le pape vient de mourir. Nous confions son âme et son pontificat à la miséricorde de Dieu. Je suis comme vous, là je sors de l'aéroport, je suis sous le choc, j'étais au Liban en semaine sainte. Que Dieu accueille le pape François dans sa miséricorde. La première raison qui a fait que j'ai cru en Dieu, c'est que j'ai compris que Jésus était mon ami. En février 2024, Pierre-Édouard Stérin rachète aussi la société de redistribution de contenu Marmelades, qui travaille avec des influenceurs comme Bastos ou Jérém Star. Une brique de plus donc dans l'empire Stérin, qui a été intégré à une holding plus large qui s'appelle Médiane et qui a vocation à devenir une sorte de Webedia, mais pour les boîtes de Stérin. C'est comme ça que Médiane a racheté le média en ligne Serfia en 2024. Bon, si vous n'êtes pas membre de la twittosphère, il est fort probable que vous connaissiez pas Serfia. Mais en gros, c'est une sorte d'AFP amateur qui relaie des brèves d'infos en direct sur X. Il n'y a pas de contexte, pas de ligne éditoriale, du moins en apparence, et plusieurs dizaines de dépêches par jour. Et ça a vraiment son importance car, pour des millions d'internautes, c'est un relais majeur d'informations sur les réseaux. Et on arrive enfin au cinquième et dernier point du tuto, soutenir des projets, des associations qui ont les mêmes idéaux que lui. Et ça, il le fait à travers le Fonds du bien commun, cette structure qui regroupe ses investissements dans des projets caritatifs. Ce terme de bien commun, c'est un peu la marque de fabrique de Pierre-Édouard Stérin. Il a aussi créé la Maison du bien commun, le Voyage du bien commun, et c'est donc à travers le Fonds du bien commun qu'il finance certains projets comme l'école de journalisme, le réseau d'influenceurs. Mais il y a aussi des associations plus classiques dont les projets correspondent aux valeurs qu'ils défendent. Donc c'est principalement autour de la famille, du patriotisme ou de la religion. Bon, mais mettons que son plan fonctionne et que les partis de droite gagnent les prochaines élections en France. Il va bien falloir du monde pour être élu et pour travailler dans nos institutions. Bah ouais, parce que pour le moment, je vous rappelle que Pierre-Édouard Stérin, il a assez peu d'estime pour les responsables politiques qu'il considère dans l'ensemble comme médiocres. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gens médiocres ? On les forme. Pour ça, il finance des écoles de politique qui ont pour but
de former les futurs cadres et politiques de la droite de ses rêves. Le fondateur de son école de journalisme, l'ILDJ, un certain Alexandre Peset, dirige donc aussi l'Institut de formation politique, hébergé dans le même bâtiment. Cette école de la politique forme des jeunes cadres de droite et d'extrême droite, et a notamment compté sur ses bancs Marion Maréchal, le chef de cabinet de Jordan Bardella, ou encore l'activiste Thaïs Descuffon. Il prépare comme ça une réserve d'hommes et de femmes prêts à travailler dans les ministères et administrations dès que la droite identitaire remportera l'élection présidentielle. Mais ce terrain ne vise pas que le niveau national. Il a pour but d'aider cette droite à remporter 1000 villes de plus de 5000 habitants aux prochaines élections municipales, dont au moins 300 spécifiquement pour le Rassemblement national. C'est pour ça qu'ils fondent aussi Politicae, une école financée par le projet Périclès, qui veut former des futurs maires à travers des formations en ligne et en présentiel. Bon, vous l'avez compris, Pierre-Édouard Stérin veut influencer le monde médiatique et politique et porter la droite au pouvoir, et pour ça, il met les moyens. Et tout ça, ça commence à faire beaucoup parler et à interroger. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça ne pose pas un petit problème démocratique que des milliardaires aux intérêts, aux opinions privées puissent orienter le vote en finançant autant de projets aux conséquences politiques? La question mérite d'être posée. Mais surtout, est-ce que c'est nouveau? Et à cette dernière question, la réponse est absolument pas. Ces dernières semaines, c'est vrai, on parle particulièrement de Stérin dans la presse. Il a de nouveau séché sa convocation à l'Assemblée nationale. Le milliardaire Pierre-Édouard Stérin était attendu ce matin par une commission d'enquête. En fait, le milliardaire prévoit d'investir 25 millions d'euros dans le projet Périclès en 2027, l'année de la prochaine élection présidentielle en France. Sauf que 25 millions d'euros, c'est plus que le plafond de dépenses autorisé pour un candidat qui arriverait au deuxième tour, qui est autour de 22 millions d'euros. Alors forcément, ça interroge. Est-ce que l'argent de Pierre-Édouard Stérin pourrait être alors considéré comme une dépense de campagne politique? Est-ce que sa démarche respecte les règles et le fondement de notre démocratie? C'est les questions que se sont posées plusieurs députés de la commission d'enquête sur l'organisation des élections en France qui l'ont convoqué pour parler du projet Périclès. Une convocation de ce type, normalement c'est obligatoire et en présentiel. Mais Pierre-Édouard Stérin, lui, a tout simplement refusé d'y aller en présentiel à 3 reprises en demandant à être auditionné en visio. Chose qui, pour l'instant, est refusée par les députés. Il n'y a strictement aucune raison qui soit de par Cazenave et Léaumont. Donc moi, ce que je comprends derrière, c'est qu'ils ont juste envie de faire les marioles devant les caméras. Faut préciser que c'est pas neutre comme provocation. Les milliardaires de Vincent Bolloré à Xavier Niel, les animateurs de Cyril Hanouna à Yann Barthès, tous ces acteurs des médias en France se sont déjà présentés pour être auditionnés par des commissions parlementaires. Peu importe leurs affinités politiques, pas s'entraîner des pieds pour certains, enfin, sur ce coup-là, au moins, ils ont respecté nos institutions. Bon, et puisqu'on parle de mettre de l'argent au service d'une cause politique et surtout, pour influencer une élection présidentielle, en fait, en France, il y a plein de milliardaires bien plus riches que Pierre-Édouard Stérin qui le font déjà. Pour Vincent Bolloré, le gars a réussi à mettre la main sur Canal+, CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche et j'en passe. L'industriel a imposé des changements radicaux dans les rédactions, viré des journalistes, droitisé les discours et placé certains de ses proches à des postes clés. En vrai, Bolloré, il contrôle une bonne partie de ce que des millions de Français voient, lisent ou écoutent chaque jour. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle de bollorisation de l'espace médiatique. Le Monde avait d'ailleurs révélé comment Vincent Bolloré avait mobilisé ses médias pour pousser la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022 et lui donner très largement la parole sur les antennes du groupe. Quand il aime, Vincent Bolloré a le coup de fil et le texto facile. Bolloré et Zemmour déjeunent ensemble près d'une fois par mois et se téléphonent tous les jours. Et c'est comme si CNews s'était mise à la disposition du presque candidat. Et si l'interventionnisme de Vincent Bolloré est l'un des plus parlants de ces dernières années, il est loin d'être le seul. En 2017, quand Emmanuel Macron se présente pour la première fois à l'élection présidentielle, il a le soutien de plusieurs milliardaires qui possèdent tous des médias. Le patron de Free, Xavier Niel, et ses participations, notamment dans Le Monde et Le Nouvel Obs, Patrick Drahi, derrière SFR, à l'époque à la tête de RMC et de BFM TV, ou encore le plus riche d'entre eux, le patron de LVMH, Bernard Arnault, dont le couple Macron est très proche et qui est à la tête, entre autres, des Échos et du Parisien. Dans le livre Les Macron, les journalistes Caroline Derrien et Candice Nedelec raconte même comment les Macron et les Arnault dînent très régulièrement ensemble en 2016, l'année juste avant l'élection. Et c'est vrai que c'est assez troublant de voir comment, un an avant l'élection présidentielle de 2017, une Macromania s'est propagée à la une des titres de presse les plus libéraux et progressistes du pays. Je suis convaincu que Emmanuel Macron est l'avenir de la gauche. Attendez, j'ai pas fini. Je suis convaincu que Emmanuel Macron est l'avenir de la droite. L'avenir de la droite, ce n'est pas Éric Zemmour, c'est Emmanuel Macron. Et j'irai plus loin, Macron, il incarne l'avenir de la France. Pourquoi Macron plaît? Par sa jeunesse, par son style, par son brillant, mais aussi par son audace. Dans un documentaire passionnant que je vous conseille de Off Investigation, l'ancienne directrice adjointe de l'hebdomadaire L'Obs raconte qu'entre mars 2016 et le premier tour de l'élection présidentielle en avril 2017, 7 unes de magazines ont été entièrement
consacré à Emmanuel Macron. Alors que, il faut bien le dire, en 2016, il était certes ministre de l'économie, mais peu connu du grand public. Les médias qui soutiennent, voire protègent des candidats, ça existe partout. À l'extrême droite, à droite, au centre chez les libéraux, mais aussi à gauche ou à l'extrême gauche. En 2012, au moment de la campagne présidentielle, le journal Libération met particulièrement en avant le candidat socialiste François Hollande, à travers plusieurs unes, lui offrant même 2 pages pour qu'il puisse adresser une lettre aux Français. À l'époque, ça avait attisé les soupçons de plusieurs autres journalistes, et le directeur de la rédaction, un certain Nicolas Demorand, avait pris la parole pour expliquer ce choix. Il se trouve qu'on avait un scoop, qu'on avait un document exclusif avec ce texte de François Hollande que beaucoup d'autres journaux ou beaucoup d'autres médias auraient bien aimé avoir. Donc il était normal qu'on le vende bien, comme on dit dans le métier de journaliste. Autre exemple, plus récent, le banquier d'affaires Mathieu Pigasse, ouvertement de gauche, actionnaire du Monde, à la tête de Radio Nova et des Inrecuptibles, assume clairement s'engager contre l'extrême droite et vouloir mettre ses médias au service de ce combat dans une interview donnée à Libération en janvier 2025. Bon, mon but c'est pas de donner les bons ou les mauvais points, mais simplement de nuancer. Rien de tout ça est nouveau. Pierre-Édouard Stérin n'est clairement pas le premier milliardaire à essayer d'avoir une influence sur la politique française. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on dit que les médias sont le 4e pouvoir en démocratie. Les ultra-riches investissent de plus en plus dans ces entreprises, pourtant peu rentables, voire carrément déficitaires. Alors perso, en tant que citoyen, ça m'interroge. Quelles idées les médias essayent-ils de faire passer à travers leur contenu? Quelle place est-ce qu'on veut laisser aux milliardaires et à leurs opinions dans notre démocratie? Et comment encadrer tout ça dans la loi? Affaire à suivre. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça permet de soutenir mon travail et celui de mon équipe. Au quotidien aussi, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Gaspard_G. Il y a du contenu qui arrive exclusif maintenant sur Instagram. Allez voir ça. Et si cette vidéo vous a plu, vous aimerez sûrement ce thread sur la récente implication politique d'Elon Musk aux États-Unis. Je pense que le parallèle avec Stérin est intéressant. Ou alors cette autre vidéo de ma chaîne que l'algo de YouTube trouve intéressante pour vous.